Bonjour Jean-Louis, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Jean-Louis, tu es prof à Sciences Po et chercheur aux séries, spécialiste de la société chinoise. Si j'ai voulu parler avec toi aujourd'hui, c'est parce que Macron est en Chine pour un voyage de 3 jours. Il est parti avec notamment Ursula von der Leyen et pas mal de chefs d'entreprise, notamment des PDG du CAC 40. Il est parti pour plusieurs raisons, des raisons liées à la géostratégie, à la géopolitique et des raisons aussi économiques. Il est parti pour faire signer des contrats aux entreprises françaises. Justement, je lisais dans Le Monde que c'était un peu le monde parlait de la reprise incertaine de l'économie chinoise, notamment depuis le Covid. Je rappelle que il y a quelques années, la Chine avait une croissance à deux chiffres de plus de 10% et qu'aujourd'hui, elle a plutôt une croissance autour de 5%. Ça reste très important, surtout pour un pays aussi grand que la Chine. Mais est-ce que toi, tu dirais que la Chine a définitivement tourné la page du Covid et que ça y est, ils ont retrouvé un rythme économiques, on va dire, normales et qui sont du coup susceptibles de tisser des liens avec nos grandes entreprises françaises. Alors, ça dépend évidemment de quel secteur économique on parle, hein, bien évidemment, quand on regarde par exemple les chiffres des exportations vers la France de la Chine, il y a un boom qui est quand même très, très important. Et donc, sur ce plan-là, on pourrait dire que l'économie chinoise, en tout cas les échanges entre la France et la Chine, sont repartis quand même de plus belle. On sait aussi qu'il y a des besoins très importants, notamment dans le nucléaire, mais aussi dans le domaine aérien, par exemple, hein, qui sont des secteurs particulièrement forts du côté de l'économie française. Et donc, on retrouve là un petit peu les caractéristiques de l'économie française d'une certaine façon, c'est-à-dire ce que l'on va vendre aux Chinois, ça va être des gros contrats, hein, bien évidemment. C'est-à-dire, c'est pas du tout comme une économie comme l'Italie ou l'Allemagne, par exemple, où on va avoir une multitude de petits contrats avec des petites et moyennes entreprises ou avec des entreprises importantes, mais pas aussi importantes qu'Airbus ou le nucléaire. Et donc, c'est important, évidemment, pour l'économie chinoise, française, pardon, de signer des contrats qui sont spécifiquement sur ces gros secteur, on pourrait dire, économique. Alors évidemment, on sort juste du Covid, enfin du zéro Covid, en tout cas en Chine, et donc l'économie n'est pas encore repartie, mais les grandes questions qui se posent sur l'économie chinoise, c'est moins des questions de pourcentage de croissance économique, parce qu'on sait depuis avant la pandémie déjà qu'on n'aurait plus ces taux à deux chiffres, qu'on va revenir à une économie beaucoup plus qualitative, etc., etc., donc avec des chiffres plus limités. Ici, effectivement, la Chine reste à 5-6%, ce serait bien évidemment un résultat relativement bon. Donc effectivement, on est dans une phase de reprise, mais l'économie chinoise est une grosse entreprise et donc on peut effectivement espérer avoir des contrats tout de même relativement juteux du point de vue français. Autre question, parce que c'est aussi un des sujets que le président de la République française voulait aborder en Chine, c'est la question de la guerre en Ukraine. Est-ce que les Chinois ont quelque chose à faire fondamentalement de ce qui se passe en Ukraine et de la guerre russo-ukrainienne? Ou est-ce que c'est très éloigné de leur sujet, Enfin, comment est-ce qu'ils réagissent à ça? Nous, on a du côté européen, c'est quelque chose de très important puisque c'est à nos frontières. Les Américains suivent ça de près puisque il y a la Russie et tout ce qui touche la Russie les intéresse fortement. Est-ce que les Chinois, eux, sont intéressés par la chose? Alors, ils ne sont pas intéressés par la chose au départ, mais bien évidemment, en tant qu'alliés, entre guillemets, de la Russie et surtout, disons, partenaires, adversaires des États-Unis, qui sont quand même très engagés dans cette question-là, ils sont évidemment intéressés par ce qui se passe. Mais on ne peut pas dire effectivement qu'il y a un intérêt, en tout cas de l'opinion publique, et même on pourrait dire du personnel politique en tant que tel. C'est beaucoup plus sur les conséquences, les gens qui interviennent sur ces questions-là, qu'effectivement ça compte. Alors, il faut ajouter peut-être un élément aussi à propos, c'est à la fois à propos de la visite de Macron en Chine, mais aussi
on pourrait dire de manière générale, de la façon dont l'Europe est vue en Chine. L'Europe, disons, n'est pas non plus quelque chose qui est particulièrement dans les préoccupations, on pourrait dire, de la Chine. Il faut voir qu'il y a un véritable partenaire adversaire hein, dans le monde. Aujourd'hui, c'est les États-Unis. Et pour la Chine, l'Europe est beaucoup plus une collection, disons, de pays qui ont des rapports étroits entre eux, que véritablement une puissance avec laquelle il faut compter. Ils sont très forts pour négocier des accords bilatéraux, etc., etc. J'ajouterais aussi que si on revient alors à la question française, on a cette illusion souvent en France que parce que l'on aurait été le premier pays européen à reconnaître la Chine, ce qui est évidemment totalement faux, c'est un mythe absolu. Les pays scandinaves, la Grande-Bretagne, la Suisse avaient reconnu la Chine bien avant. On aurait une espèce de statut particulier. En fait, la France pour la Chine est un petit pays. Donc voilà un petit peu la situation. Alors effectivement, la position de la Chine a été de plus en plus importante dans ce conflit, d'une certaine façon, parce que finalement, c'est la seule puissance qui apparaît capable, malgré tout, d'avoir une certaine influence hein, sur la question, puisque à la fois elle entretient des rapports, je dirais pas cordiaux, mais enfin des rapports normaux, disons, à la fois avec les Américains et avec l'Europe, et respectant un certain nombre d'ailleurs de tabous et d'interdictions hein, en ce qui concerne les livraisons d'armes notamment, et en même temps en ayant des bonnes relations avec la Russie. Donc là, la Chine s'insère un peu dans cette logique-là et essaye d'en tirer parti, en fait, beaucoup plus qu'elle n'est impliquée. J'ajouterais un mot aussi au parallèle, avec le parallèle que l'on fait souvent entre Taïwan et l'Ukraine. Bon, ça ne fonctionne pas du tout, évidemment. La situation, on pourra peut-être y revenir, mais la situation est totalement différente quand on compare effectivement les relations entre la Russie et l'Ukraine d'un côté, et d'autre part entre Taïwan et le continent. Mais alors, justement, là, il se passe pas mal de choses à Taïwan. Il y a pas mal de mouvements. Il y a le chef de la Chambre des représentants démocrates qui est en visite à Taïwan. C'est pas, on sait que les relations entre les États-Unis et Taïwan sont des relations qui sont à la fois ambiguës parce qu'ils reconnaissent pas Taïwan, mais quand même, ils ont beaucoup de liens avec eux. Ils leur vendent des armes, etc. Là, je regardais ce matin, je reçois des pushs de l'AFP qui disaient, voilà, il y a encore 3 hélicoptères, il y a des avions qui survolent, des avions chinois, etc. Enfin, on a l'impression que de façon géostratégique et militaire, il se passe beaucoup de choses du côté de Taïwan, notamment liées à ce dont tu parlais, c'est-à-dire la rivalité sino-américaine. Où est-ce qu'on en est en fait à Taïwan? Est-ce que cette fameuse réunification qui est souhaitée par Pékin, est-ce qu'à un moment, et par la force, hein, parce qu'ils sous-entendent à chaque fois qu'ils pourraient utiliser la force pour cette réunification, est-ce qu'elle pourrait avoir lieu incessamment sous peu, un jour, ou est-ce que les relations vont un jour se normaliser? Comment est-ce que tout ça évolue et est-ce que le centre de ça, c'est la relation sino-américaine et enfin, ce que tu dis, partenaire, concurrent entre la Chine et les États-Unis. Oui, ben, il est évident que si les États-Unis n'entretenaient pas des rapports étroits, relativement étroits avec Taïwan, il y a de fortes chances qu'il y ait sans doute, peut-être, enfin bon, c'est difficile évidemment d'imaginer les choses, mais on pourrait imaginer tout à fait une intervention chinoise. Hein. Si personne ne bouge, si personne n'intervient, on pourrait imaginer ça sans aucun problème. Ce qu'il faut dire, c'est que, comme tu viens de le dire, la réunification, en fait, ce n'est pas simplement le projet du continent, c'est le projet du monde entier à l'heure actuelle. C'est-à-dire, il n'y a pratiquement plus aucun pays qui reconnaît aujourd'hui Taïwan. Donc la plupart des pays du monde, en tout cas les grandes puissances, considèrent que la réunification est légitime, si ce n'est nécessaire. Mais la question, évidemment, porte sur le type de réunification. C'est-à-dire, il faut que ça soit une réunification qui soit pacifique, qui soit un accord, on pourrait dire, entre les autorités taïwanaises et les autorités du continent. Tout Donc, le on monde est dans trouve pas cette. ça, excuse-moi, mais tout le monde trouve pas ça forcément légitime, mais personne ne peut se couper des liens, enfin, il y en a très peu qui peuvent se couper des liens avec Pékin. Alors, si on Alors, commence à connaître Taïwan,
Oui, mais officiellement, même la position des États-Unis, c'est de dire oui, le territoire taïwanais fait partie du territoire chinois. Mm. Donc, cette idée de réunification est une idée légitimée tout de même par le droit international, enfin, en tout cas par, par je dirais, la communauté mondiale, d'une certaine Mm. façon. C'est ça que je veux dire, c'est-à-dire, peu importe l'idée que l'on a si Taïwan doit être indépendant ou pas indépendant, la position de la plupart des pays, c'est de dire, eh bien, la réunification est légitime, puisque Taïwan fait partie du territoire de la Chine. C'est ça que je veux dire. Je ne rentre pas dans les questions de savoir si c'est bien, pas bien, etc. C'est légitime d'un point de vue, disons, global des relations diplomatiques. Alors évidemment, ce que fait la Chine aujourd'hui dans cette espèce de confrontation continuelle avec les États-Unis, mais en même temps de partenariat, c'est qu'ils essayent précisément de faire pression sur Taïwan et donc sur les États-Unis pour essayer d'avancer dans cette question de la réunification. Alors, quant à savoir si effectivement il y aura une véritable intervention militaire, ça c'est quelque chose qui est extrêmement complexe à connaître. Il faudrait qu'il y ait une dégradation sans doute vraiment radicale des relations, des problèmes économiques et politiques sans doute aussi sur le continent qui seraient tout à fait dramatiques. Donc on est dans les logiques qui sont des logiques un petit peu de crise mondiale, etc., qu'on ne peut pas exclure, bien évidemment. Mais bien évidemment, ce que fait aujourd'hui le gouvernement chinois, c'est qu'il fait pression, il rappelle continuellement, et ça fait partie du jeu, évidemment, de conflits partenariats, encore une fois, avec les États-Unis, parce qu'on n'est pas du tout dans la situation de l'époque de la guerre froide, où on avait deux blocs quasi autonomes, on pourrait dire d'une certaine façon, avec des échanges, mais quand même très peu. Là, la Chine et les États-Unis sont des partenaires extrêmement étroits sur le plan économique, ce qui pose donc bien des problèmes avec les questions évidemment de composants électroniques, etc., etc. Donc, on est dans une situation qui est tout à fait particulière. Donc, c'est un jeu comme ça qui aussi est un jeu interne, hein, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des radicaux en Chine qui voudrait aller plus loin. Xi Jinping apparaît plutôt comme un modéré sur ce plan-là, d'ailleurs, hein, il faut le rappeler. Il y a des gens qui sont beaucoup plus radicaux et qui voudraient une intervention beaucoup plus rapide. Voilà. Donc il y a ce jeu aussi sur nationaliste jusqu'à quel point. Il faut montrer en Chine que l'on est nationaliste. Bon, la question est de savoir jusqu'à quel degré, disons, de nationalisme on peut aller pour défendre sa position. J'ai une dernière question, Jean-Louis. C'est une question que on voit beaucoup apparaître dans les articles de médias français qui parlent souvent de radicalisation du pouvoir chinois depuis l'arrivée au pouvoir, mais surtout depuis la confortation au pouvoir de Xi Jinping. Est-ce que tu partages cette vision de la politique chinoise? Est-ce que le pouvoir s'est vraiment radicalisé? Je te cite par exemple un article de France Info donc, qui dit, l'article de France Info s'appelle Comment le président Xi Jinping a encore renforcé son pouvoir à la tête du pays. C'est dans cet article qui parle de radicalisation et il explique comment il a concentré encore plus le pouvoir dans le comité central du Parti communiste, comment il réprime encore plus fortement les manifestations, comment il reprend la main sur des secteurs économiques, etc. Est-ce que tu partages cette vision? Alors, je crois il y a eu un événement en novembre de l'année dernière qui a montré les limites de cette analyse en termes de radicalisation et surtout de concentration des pouvoirs. C'est des manifestations évidemment contre la politique du zéro Covid. Le Xi Jinping venait d'être effectivement renforcé dans sa position et tout d'un coup on voit quelques dizaines de milliers de manifestants non pas déclencher en fait une remise en cause totale de la politique précédente, mais en tout cas très fortement poussé à une radicalisation pour le coup de la sortie du zéro Covid. Donc on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une concentration de pouvoir autour d'un certain nombre de personnes, mais d'une part cette concentration de pouvoir rappelle, enfin fait écho aussi, je crois, à un désir de l'ensemble de la société chinoise, mais aussi
enfin, une grande partie de la société chinoise et de manière générale de l'administration, de la politique en Chine, etc., autour de l'idée que la Chine doit rester la Chine d'une certaine façon. C'est-à-dire que, bien évidemment, on doit développer les relations économiques, politiques, diplomatiques, etc., mais on doit préserver les spécificités à la fois du régime politique chinois, des intérêts nationaux et des intérêts du parti aussi. C'est-à-dire que l'avenir de la Chine et l'avenir des Chinois, avec cette identification, on pourrait dire quand même, des intérêts individuels et des intérêts collectifs, c'est quelque chose qu'il faut préserver. Donc c'est ça, si on peut parler de radicalisation sur ce plan-là, je pense que c'est comme ça qu'on peut en parler. Il faut aussi, c'est un deuxième point, rappeler qu'il y a Pékin, mais il y a aussi aujourd'hui des tas d'intérêts privés et surtout des intérêts locaux, les gouvernements locaux aujourd'hui sont extrêmement puissants, ils peuvent faire du commerce international, ils peuvent investir à l'étranger, ils peuvent acheter des entreprises étrangères, etc., etc., en large indépendance par rapport au gouvernement central. Donc il y a tous ces éléments-là. Et puis, il y a le fait aujourd'hui quand même que globalement, le pouvoir chinois ne peut fonctionner qu'à partir du moment où il a un soutien populaire. C'est ça qui a quand même, qui est très différent de ce qui se passait dans les années 50, 60, 70, 80. Aujourd'hui, ce qui fait fonctionner tout de même la société chinoise, c'est la classe moyenne, c'est la société de consommation, c'est le désir de progresser des individus, c'est le développement personnel. Par exemple, beaucoup de gens sont impliqués aujourd'hui dans le développement personnel, comment devenir plus efficace, etc., etc. Des notions qui, d'une certaine façon, ne sont pas très éloignées des notions quand même que l'on peut trouver dans d'autres pays du monde, mais surtout des notions qui changent le rapport politique entre la population et le gouvernement chinois, parce que précisément, l'équilibre, le contrat social, la stabilité du régime nécessite effectivement de satisfaire un certain nombre de besoins, de désirs de la population. Donc je pense que ce terme de radicalisation ne veut pas dire grand-chose. Je pense qu'il y a effectivement affirmation des spécificités propres à la société chinoise et au système politique, mais quand même une transformation assez importante des relations entre la population, les gouvernements locaux et le gouvernement central. Eh ben, merci beaucoup, Jean-Louis, pour cette interview. De rien.